nous allons nous promener dans le monde de l'information, des grands médias, la télé, la radio, les journaux, pour aller voir ce qu'il y a derrière, et surtout les personnes qu'il y a derrière. On en parle aujourd'hui notamment parce que les journalistes du quotidien La Provence ont mis fin à la grève qu'ils avaient entamée vendredi en réaction à la mise à pied du directeur de la publication, après la une sur la visite d'Emmanuel Macron, jugée ambiguë par la direction. Le journal La Provence qui appartient au groupe CMA-CGM, le numéro 3 mondial du transport maritime. Justement, à la tête de ce géant, le milliardaire Rodolphe Saadé, qui s'intéresse de plus en plus aux médias, puisqu'il vient de racheter BFM et RMC, une occasion idéale pour aller faire un stop et aller jeter un œil sur ceux qui possèdent les médias en France. Bonjour Alexis Lévrier. Bonjour. Pardonnez-moi pour l'accueil un peu abrupt. Vous avez de l'eau, messieurs, des gobelets. Merci. Je disais pas les gobelets des gens précédents, c'est dégoûtant. Vous avez de l'eau en dessous, remettez-le en dessous, sinon vous avez la bouteille de cette marque d'eau qui va arriver sur votre buste devant la caméra. Alexis, vous êtes historien des médias, maître de conférence à l'université de Reims. Je pense que j'ai tout bon. C'est bon. À vos côtés, Raphaël Garrigos, vous êtes journaliste et surtout cofondateur des Jours. C'est vrai, bonjour. Les micros sont très directionnels, parlez bien dedans. Et Younes Afzouz, vous êtes journaliste en charge des médias chez Mediapart. Bonjour. J'ai tout bon aussi. Alors, on ne va pas parler que de Rodolphe Saadé, bien sûr, puisqu'il n'est pas le seul à posséder des médias en France. On va parler, bien sûr, aussi de Vincent Bolloré, qui a lui aussi remué un peu l'actu ces derniers mois, mais aussi de la famille Dassault, de Martin Bouygues, de Daniel Kretinsky, de François Pinault, de Bernard Arnault, de toutes ces personnes qui sont d'ailleurs des hommes, pour la plupart, quand même, et qui ont tous en commun d'être très, 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 très riches. Ce rachat de BFM et RMC, c'est une surprise. On ne l'attendait pas vraiment. Et pourtant, Rodolphe Saadé, c'est pas un homme inconnu dans les médias. Il avait commencé à construire un empire plutôt dans la presse régionale. On savait qu'il avait des visées sur les médias audiovisuels. On ne savait pas que ça irait si vite, puisque Marc-Olivier Fogiel n'arrêtait pas de dire que la vente d'Altis n'était pas du tout à l'ordre du jour. Directeur de la chaîne BFM. Voilà, et que Patrick Drahi avait toujours l'intention de s'investir dans les médias. Mais on voyait bien qu'il y avait un manque de cap aussi au sein de BFM, dont les audiences fléchissent, et qui a du mal face à CNews, à préserver son identité éditoriale historique, qui avait tendance à imiter un peu CNews, et qui est talonnée, parfois même devancée désormais par CNews. Donc il y avait une crise identitaire très perceptible au sein de BFM et donc de RMC. Et les choses se sont accélérées et ont été très rapides. Mais on n'est pas surpris que Saadé construise un empire médiatique avec Kretinsky, avec Niel. Il fait partie de ces acteurs dont on sait qu'il va falloir compter avec eux au cours des années qui viennent. Raphaël ? Même chose qu'Alexis. C'est vrai que Rodolphe Saadé, surtout, j'ai l'impression, est en train de monter un empire médiatique qui a l'air, et on vient de le voir avec l'épisode de la Provence, un peu plus favorable à Emmanuel Macron que l'est l'empire de Vincent Bolloré. C'est là où ça va être intéressant, à un moment crucial en plus où les fréquences TNT vont être réattribuées. On va en parler évidemment, Younes. Ce qui est intéressant avec Rodolphe Saadé, je trouve que c'est un peu un cas, un exemple pur et parfait d'un milliardaire qui s'achète à prix d'or des médias pour justement s'acheter de l'influence. Parce que voilà, il a racheté BFM TV à 1,5 milliard d'euros. Alors ce qui est énorme, c'est pas ce que valait BFM a priori. Exactement, c'est pas le prix auquel était C'était valorisé. pas le prix attendu en tout cas. C'est ça, pareil pour la Provence, il l'a racheté aux alentours, je crois, de 80 millions d'euros, alors que quelques années auparavant, Xavier Niel l'avait acheté pour 20 millions d'euros. Donc on voit bien que au risque d'y perdre gros, mais bon, de ce côté-ci, Rodolphe Saadé a de la marge, puisqu'il, grâce à son groupe, il a engrangé des bénéfices assez exceptionnels. Mais on voit bien que voilà, l'enjeu, c'est avant tout de s'acheter de l'influence. Une anecdote, la filiale de Rodolphe Saadé qui s'occupe des médias s'appelle Why Not Production. Pourquoi pas Production? Ce qui montre un peu c'est l'intérêt qu'il a pour les médias. Et il se trouve qu'elle va changer de nom désormais pour faire That's Why Production peut-être. Peut-être. Alexis Lévrier. Oui, en fait la vraie nouveauté dans le monde des médias français ces dernières années, c'est Bolloré, c'est pas Saadé. Saadé, il est
dans le prolongement de ces grands patrons qui sont extérieurs à l'origine au monde de la presse. Le premier grand exemple, c'était Bouygues dans les années 80, et qui construisent des empires médiatiques pour défendre leurs intérêts personnels. Éventuellement aussi une vision du monde, mais c'est d'abord parce que ce sont des groupes qui dépendent des commandes de l'État. Dans le cas de Saadé, il paye 2% d'impôts avec des bénéfices qui sont extraordinaires. Et il n'a pas caché, d'ailleurs, quand il a rencontré les salariés d'Altis, qu'il était favorable à la vision d'Emmanuel Macron en matière économique. Mais c'est logique. Quand on voit, il n'a pas du tout intérêt à ce qu'on augmente les impôts et à ce qu'on taxe les super-profits. Donc, il est dans cette tradition-là d'acteurs industriels qui investissent dans les médias, ce qui est une rupture avec l'histoire de la presse, parce qu'il faut rappeler que la concentration dans les médias n'est pas forcément hostile à la liberté de la presse, et qu'à l'origine... Parfois, c'est bien, la concentration. Parfois, ça a fait du bien, notamment le premier acteur, c'était Charles-Joseph Pankow, c'était quelqu'un, à la fin du 18e, plutôt favorable aux Lumières, qui a en fait permis à la presse d'exister face au pouvoir politique, d'avoir un pouvoir économique qui fait face au pouvoir politique. Et les grands acteurs du 19e siècle, comme Girardin, étaient plutôt attachés à la liberté de la presse. Girardin, il a présidé les travaux de la loi... de ce qui a conduit à la loi de 1880, qui est toujours la grande loi sur laquelle repose l'indépendance de la presse aujourd'hui. Mais depuis Bouygues, grosso modo, on est passé dans une autre ère, et une ère qui pose beaucoup plus de problèmes pour la liberté de la presse, parce que ces acteurs ne connaissent rien au monde des médias, et ils investissent là-dedans vraiment pour des raisons d'opportunisme, d'abord personnelles, et cette volonté de défendre leurs intérêts face au pouvoir. Donc ils sont dans une logique d'influence, et effectivement ils sont prêts à payer très cher pour cela, parce que la rentabilité de long terme est évidente. Bolloré a rompu avec ça, parce que lui il défend une idéologie avant de défendre ses intérêts financiers, et dans ces médias il a commencé par perdre beaucoup d'argent en risquant de démonter, de démolir l'identité éditoriale historique de ces médias, que ce soit iTélé ou ensuite Europe 1 et désormais le JDD et même Paris Match. Il a fait beaucoup de mal à ces médias, il a perdu de l'argent, mais parce que son but, c'est de mener une conquête politique, culturelle et même religieuse. Raphaël Garrigos. Sur Vincent Bolloré. Ça dépend ce que vous voulez, parce que je sais que vous connaissez bien. 203 épisodes consacrés à Vincent Bolloré et sa conquête médiatique. Effectivement, on a coutume de dire que les milliardaires... Parce que lui il dit non, cet achat... il justifie tous ses rachats par une motivation qui n'est qu'économique. Lui, c'est un petit affairiste, dit-il. Je suis pas sûr qu'il dise affairiste. Non, alors il dit pas affairiste, il dit pas petit. mais en tout cas, il motive ses rachats par un intérêt économique. Oui, alors cet intérêt économique, il a un peu changé récemment. Il exprime une petite vision du monde. Mais... Il est encore approuvé. C'est vrai que nous, par exemple, au jour, quand on a commencé à travailler sur le rachat de Canal+ et la façon dont Vincent Bolloré a mis la main sur Vivendi, on était sur un raider. C'est un de ses surnoms. Ces gars-là adorent se donner des surnoms un peu guerriers. En plus, c'est le petit prince de la finance. Le petit prince du cash flow. Du cash flow, oui, je crois, oui. Je confonds aussi avec le loup du Cachemire, qui est Bernard Arnault, je sais pas quoi. Le loup de la finance du Cachemire, enfin bref. Au début, Vincent Bolloré semblait plutôt vouloir faire marcher ces différentes entités ensemble sans y mettre particulièrement d'idéologie. Son truc, à son arrivée à Canal+, on avait publié le son d'une rencontre avec les hauts cadres de Canal+, où il disait il faut que U2, qui appartient au groupe Universal que détenait alors Vivendi, puisse être promu sur iTélé, reçu chez Canal+, ce qui se produise à l'Olympia qui appartient aussi à Vincent Bolloré, une espèce de ce qu'on appelle l'intégration verticale. Et puis il y a eu un moment qui est arrivé avec la grande grève d'iTélé et sa transformation en CNews, où il a commencé à y mettre de l'idéologie, qui est passée par Éric Zemmour notamment, mais aussi par une logique économique toute bête. iTélé, c'était une chaîne qui faisait beaucoup de reportages, qui faisait beaucoup de débats en plateau aussi. Mais mettre 4 personnes qui débattent en plateau et ça coûte beaucoup moins cher que de faire des reportages. Et il a donc systématisé ce système-là sur cette idée forte sur CNews. Et il faut que les gens soient pas d'accord, parce que si on met un Laurent Geoffrin et un Nicolas Bétou, si vous voulez, ils vont être d'accord 95% du temps. Si vous mettez quelqu'un qui a des idées beaucoup plus extrêmes, c'est plus rigolo
et il y a toujours cette volonté économique derrière, et il en a fait ce qu'il estime être une martingale et qu'il veut désormais reproduire sur Europe 1 avec donc des débats, des débats tranchés, et ça c'est son idée, et il se trouve que ces débats, cette idéologie-là va dans le même sens qui est aussi le sien. Younes, vous connaissez bien cet environnement-là, je crois. Ouais, bien sûr, mais moi, ce que je trouve intéressant dans le cadre de Vincent Bolloré, c'est que de façon presque ironique, finalement, voilà, comme l'a rappelé Alexis, initialement, il a mis au pas les rédactions dont il a pris le contrôle, au risque de s'aliéner leur soutien et au risque aussi de leur rentabilité économique. Mais justement, c'est en transformant finalement CNews en chaîne d'opinion que cette chaîne devient rentable. Enfin, à l'époque où il l'a repris en 2015, elle traînait très très loin derrière BFM TV, donc ça s'appelait iTélé, et puis désormais CNews, donc chaîne d'opinion où on compose finalement en fait quasiment que des plateaux débats et où les éléments de reportage servent un peu de prétexte et servent surtout à légitimer ce qui va venir ensuite, donc à savoir des débats hyper tranchés avec des chroniqueurs essentiellement piochés dans les médias de la galaxie d'extrême droite, pas d'ailleurs de la galaxie Bolloré, donc Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire et compagnie. Et c'est en ayant transformé son média en chaîne d'opinion d'extrême droite qu'il arrive à la rendre rentable. On l'a vu, ça a commencé avec Zemmour. Zemmour, quand il arrive sur l'antenne pour la deuxième fois, donc en 2019, c'est un immense succès d'audience. Faut mesurer ce que ça représente pour une chaîne d'infos de faire quasiment 1 million d'audience chaque émission. Enfin, pas chaque émission, mais avec des pics à 1 million. Et très très rapidement en fait, Serge Nedjar et Thomas Bauder, donc qui sont à la tête de la rédaction de CNews, ont compris qu'ils tenaient là en fait un modèle économique qu'en polarisant à ce point les débats, ils avaient là l'occasion d'engranger une audience considérable et surtout de parler à une audience qui existe, et une audience essentiellement en fait d'extrême droite, parce que c'est ça aujourd'hui les gens qui regardent CNews. C'est ce qu'ont montré plusieurs chercheurs, notamment un chercheur qui s'appelle Julien Labarre et qui a mené une étude sur le profil politique des gens qui regardent CNews. Et ce qu'on remarque, c'est que beaucoup plus que pour n'importe quel autre téléspectateur de n'importe quelle autre chaîne, les téléspectateurs de CNews sont situés de façon très très disproportionnée à l'extrême droite et votent de manière si les électeurs français avaient voté comme ceux de CNews, Zemmour serait arrivé premier au premier tour de l'élection présidentielle. Donc c'est dire à quel point en fait on s'adresse à une toute petite portion des téléspectateurs français, mais suffisamment nombreuses pour en faire un modèle rentable. Dans le chat, il y a une question un peu provoque, mais derrière cette question provoque, il me semble qu'il y en a d'autres qui sont intéressantes. On a Chache Caché, salut Chache Caché, qui nous dit quel que soit pourquoi Bolloré rachète les médias, il a le droit, libre aux gens d'adhérer et de consommer ou non ses contenus. Et au vu du succès de ces médias, on peut en déduire que la majorité adhère, car les médias de Bolloré racontent les problématiques du quotidien de la population, tout en ayant des intervenants proposant des idées concrètes pour y faire face. Alors, là, on touche à la question de la régulation. C'est pas la même chose de racheter une chaîne de télévision, une station de radio ou un média de presse écrite. Là, il devait être examiné à l'Assemblée une loi qui avait pour but de défendre l'indépendance des rédactions et d'éviter à l'avenir que d'autres rédactions vivent ce qu'a vécu la rédaction du GDD l'été dernier, où pendant 40 jours, 97% de la rédaction s'est mobilisée contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune. Geoffroy Lejeune, qui était l'ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Qui a été viré parce que trop d'extrême droite aux yeux d'Iskandar Safa, qui détenait Valeurs Actuelles, qui est décédé depuis. Et donc évidemment, connaissant l'exemple de CNews et l'exemple d'Europe 1, la rédaction savait très bien ce qui allait lui arriver. C'était complètement étranger à l'histoire de ce journal qui est né en 1948, qui est plutôt un journal d'accompagnement du pouvoir, voire de soutien au pouvoir sous Sarkozy ou sous Macron, et là dont on allait complètement dénaturer l'identité. Et cette rédaction a échoué. Donc là, on a vu les limites
limites de toutes les conquêtes de la presse sous la Troisième République, qui ont conduit notamment à la carte de presse en 1935, qui donne des protections aux journalistes à titre individuel, mais pas à titre collectif. Cette loi, elle va échouer, même si à l'époque elle était portée aussi par la Macronie, une partie de la Macronie en tout cas. Désormais, elle n'a plus le soutien d'Emmanuel Macron ni de son camp à l'Assemblée, donc on sait déjà qu'elle ne sera pas adoptée. Mais effectivement, donc en l'état actuel du droit, Vincent Bolloré peut reprendre un média écrit, le racheter, virer toute une rédaction, signer des chèques et changer complètement la ligne éditoriale. Avec un bémol, je suis d'accord avec Younes sur CNews, mais pas pour Europe 1 pour l'instant, c'est pas un succès d'audience du tout. Et pour l'histoire de la presse écrite, les exemples où on a malmené à ce point l'identité d'un titre se sont en général soldés par des échecs. François Coty, qui est sans doute le prédécesseur de Bolloré dans les années 20, qui a fait ça au Figaro et au Gaulois, il a échoué et il est mort ruiné. Je pense que Bolloré sera plus habile que ça, mais n'empêche que pour l'instant, les ventes du JDD sont en chute libre. Donc, c'est pas sûr que ce soit un succès, et le juge de paix, c'est quand même le lecteur. Mais après, ce que vous dit votre auditeur, ou notre téléspectateur, je sais pas comment il faut dire sur Twitch. Un viewer. Notre viewer. Ce qu'on veut. C'était cachier, allez-y. C'est pas vrai, en fait, pour les médias audiovisuels, parce que depuis la loi de 86, c'est pour ça qu'il y a une loi spécifique pour les médias audiovisuels, on concède des fréquences qui sont gratuites, qui sont données en échange d'un respect d'un nombre d'obligations quand même qui sont logiques, puisque c'est l'État qui accorde des biens qui lui appartiennent pour une durée donnée gratuitement. Et d'ailleurs, la fortune de Bolloré dans les médias vient beaucoup du fait qu'il a commencé à bénéficier dans les années 2000 c'était de Direct 8 à l'époque, et il l'a revendu très cher à Canal+, et avec cet argent, il a racheté Canal+ derrière. Donc on a été extrêmement gentil avec Vincent Bolloré, avec des biens publics concédés gratuitement. Et il y a quand même une contrepartie, c'est le respect d'une convention qui est foulée aux pieds tous les jours sur CNews. Il y avait encore un exemple hier où, parce que les listes, les têtes de liste du Parti Socialiste et des écologistes ont refusé pour l'instant d'aller sur ces plateaux participer à des débats, eh bien on a présenté des sondages hier, il n'y avait pas la liste du PS, qui est pourtant à 12%, et il n'y a pas la liste écologiste. Donc dans quelque chose, qu'à mon avis, qui vaudra une sanction de l'Arcom. Donc il y a l'Arcom au-dessus de ça pour veiller à cette régulation, mais l'Arcom est elle-même sous la pression du pouvoir politique, qui n'a pas envie aujourd'hui qu'on s'en prenne à Vincent Bolloré. Et je dirais que dans la séquence récente, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est cette pression du pouvoir politique sur l'Arcom. On peut rappeler aussi les propos de Gérald Darmanin, puisqu'il y a eu donc le Conseil d'État qui a rappelé à l'Arcom qu'elle devait jouer un rôle au service du pluralisme et veiller notamment sur CNews à ce que ce pluralisme soit davantage respecté. Et dans Paris Match, qui appartient donc en ce moment à Bolloré, sans doute pas pour longtemps, mais pour l'instant c'est à Bolloré, Gérald Darmanin, qui a eu une couverture, une interview très longue, s'en est pris à la décision du Conseil d'État en qualifiant les sages du Conseil d'État de tuteurs de morale. Donc on s'en prend au Conseil d'État, on s'en prend à l'Arcom, comme l'a fait Quentin Bataillon sur le plateau de TPMP. Ça me paraît extrêmement inquiétant, parce que ces contre-pouvoirs garantissent la liberté de la presse au moment même où le pouvoir politique semble prêt à la sacrifier. Raphaël, Younes ? De toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas interdit aujourd'hui d'avoir un média d'extrême droite. C'est la question du média d'opinion. Ou un média d'opinion. C'est bien qu'il existe, enfin c'est bien, je sais pas si c'est bien ou pas, mais il y a toujours eu des médias d'opinion en tout cas, ils participent de la vie politique. Mais effectivement, la grosse différence, ça dépend de comment on le dit, d'où on se place. La différence, c'est effectivement entre un média audiovisuel qui est contrôlé par l'Arcom parce que ce sont des médias, fréquences attribuées, qui attribuent des fréquences. Et effectivement, il faut toujours le rappeler, des fréquences qui sont attribuées gratuitement. Dans d'autres pays, c'est payant. On pourrait passer à un système totalement libéral où il faudrait payer. Je me souviens plus maintenant des montants accordés pour les licences au Royaume-Uni, mais c'est des montants qui sont extrêmement élevé. Là, c'est une fréquence gratuite. Le seul truc en échange, c'est de respecter quelques règles, de respecter la loi, en fait. Alors, on pourrait imaginer que ce système change et qu'on qu'on autorise des médias d'opinion. Je crois que l'Arcom avait pris cette décision-là sur Radio Courtoisie, je crois. Exact, ouais. Qui a eu le droit d'être considéré comme un média d'opinion. C'est le seul exemple, je crois. Et c'est le seul exemple, mais parce qu'il y a une abondance de radio, alors qu'à la télévision, on est aujourd'hui sur 35 chaînes de la TNT. Alors la TNT, vue de Twitch, ça paraît certainement un petit peu la télé de Daron, mais ça représente, je crois, malgré tout, encore 60 à 70% de la réception et de la consommation de télé en France. Donc, c'est tout bêtement des règles à observer. Younes ?
Moi, ce qui me semble intéressant aussi sur le sujet de la concentration des médias, c'est l'apathie un peu des pouvoirs de régulation. Donc voilà, on voit en fait un sorte de monopoly des médias entre milliardaires qui est en train de se jouer là sous nos yeux. Enfin voilà, Paris Match, par exemple, qui va passer des mains de Bolloré a priori à celles de Bernard Arnault, parce que voilà, Bolloré comprend bien que il a pas grand-chose enfin c'est pas un actif très valorisable pour lui dans la guerre idéologique qu'il mène, alors que Bernard Arnault, pour le coup, Paris Match, c'est un écran publicitaire immense pour le groupe de luxe Pour LVMH. qu'il détient, LVMH exactement. Ailleurs, voilà, Saadé qui récupère la Provence, maintenant BFM TV, qui monte au capital de M6 à hauteur de presque 10%, enfin bref. Et à la fin, donc voilà, il y a ce jeu de monopoly entre milliardaires qui est en train de s'organiser. Et il y a une autorité de la concurrence, par exemple, qui reste un peu pantois comme ça face à ça et qui autorise tout ça sans jouer son rôle de régulation. Et puis il y a aussi évidemment l'Arcom, dont Alexia a rappelé voilà, que le Conseil d'État a jugé qu'elle jouait son rôle, enfin qu'elle avait fait une interprétation de son rôle à minima, en considérant que elle devait évaluer le pluralisme dans les médias audiovisuels seulement à l'aune du décompte des temps de parole. Et en réalité, on voit bien par exemple sur les plateaux de CNews que ça suffit pas en fait de décompter le temps de parole des invités politiques, parce qu'en réalité les propos les plus politiques et les plus radicalement politiques sont tenus non pas par des personnels, des élus politiques, mais par des éditorialistes et des journalistes. Donc voilà, le pluralisme il doit être entendu beaucoup plus largement que pour les seules personnalités politiques. Un Saadé, tout de même, c'est pas là un Bolloré. Non, je pense pas. Quels sont les intérêts de Rodolphe Saadé quand il rachète tous ces médias? Alors, c'est pas immédiatement. Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, il défend d'abord ses intérêts propres, le fait de ne pas payer d'impôts ou d'en payer très peu, une vision du monde, disons, très libérale qui est favorable à de grandes entreprises. Il est dans cette tradition-là qui a pu poser problème. TF1 avait fait la campagne d'Édouard Balladur en 1995 d'une manière pratiquement obscène. Ça fonctionne pas toujours. La preuve, Balladur n'a pas été élu, donc faut pas que ça se voit trop. Et là, je crois qu'il a essayé, du point de vue des méthodes, d'aller sur le terrain de Bolloré. Ça n'a pas fonctionné à la Provence, puisqu'il a voulu démettre le directeur de la rédaction comme un acte de défi à l'égard d'Altis. Et il était allé voir la rédaction d'Altis, les rédactions d'Altis au cours des jours précédents, en leur expliquant bien que si on s'en prenait à ses intérêts à lui, ça se passerait pas bien et qu'il assumait une rupture avec les usages de Patrick Drahi. Donc, je pense que du point de vue de l'idéologie, il n'est pas très différent de ces patrons de presse dans le type Drahi, Niel, Kretinsky, mais du point de vue des méthodes, il a essayé de faire du Bolloré, sauf qu'il a reculé, et c'est quand même un indice. Et après, ça laisse entendre qu'on va avoir dans les années qui viennent, un affrontement ou une bipolarisation entre d'un côté Vincent Bolloré qui mène une guerre culturelle au service de l'extrême droite, mais dont on a compris en 2022 qu'il aurait du mal à faire élire un candidat venu de ses rangs. L'échec de Zemmour est quand même patent, 7%, et puis on voit bien qu'il n'a pas vraiment de destin politique. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans Paris Match, dans le JDD, etc., c'est plutôt une volonté d'extrême droitiser le pouvoir en place. Et finalement, pour aller dans le JDD, il faut aussi donner des gages. C'est ce qu'a fait Rachida Dati, c'est ce qu'a fait Gérald Darmanin, je le disais à propos de Paris Match. Quand on va sur CNews, on y va aussi en acquiesçant à une forme d'idéologie. Donc je crois qu'il y a cette volonté aujourd'hui, avec un groupe d'une diversité qui n'a pas d'équivalent dans notre histoire. Il est d'une puissance et d'une diversité extrêmement rare, parce que ça touche à tous les domaines des médias au sens le plus large, y compris la publicité, la communication, le cinéma, la musique, les jeux vidéo. On a très peu d'exemples similaires dans l'histoire des médias français. Ça ressemble à ce que fait Murdoch. Bolloré, c'est un Murdoch français qui commet peut-être des erreurs, parce que là, quand Younes dit qu'il ne voit pas l'intérêt de Paris Match, moi je pense qu'il se trompe. Il fait une énorme erreur du point de vue des institutions de la Ve République. Paris Match, qui est né en 1949, a accompagné tout le mouvement de paypolisation des politiques dans les années 50, que même De Gaulle avait compris en 1954 lorsqu'il fait venir la rédaction de Paris Match à Colombey, et qui, parce qu'il savait qu'il voulait un régime justement
présidentiel, personnel, un pouvoir très vertical et très incarné, il avait besoin d'apparaître dans des journaux de ce type. Paris Match, c'est un journal People à la française, dans une tradition qui commence sous l'Ancien Régime avec le Mercure galant. On fait l'apologie du pouvoir, mais d'une manière très incarnée. Et Paris Match, c'est cet outil-là. Or, les médias de Lagardère, dont Paris Match, n'accordaient jamais de couverture à l'extrême droite. Et désormais, dans Paris Match, l'extrême droite a tout à fait la possibilité d'aller. Et pour 2027, puisque la Ve République, a priori, sera toujours en place, donc sera toujours un système très incarné, ça serait un atout pour Marine Le Pen ou pour Jordan Bardella, énorme, immense. Donc je pense que là, Vincent Bolloré commet peut-être sa première grande erreur. Ça redistribue un peu de jeu. On sait, d'après les infos que l'on a, que le but de Bolloré est de racheter un quotidien. Or, il est en concurrence avec Bernard Arnault pour le rachat du Figaro, puisque la famille Dassault risque de se désengager. J'espère qu'on n'est pas en train de perdre les viewers, mais le Figaro, c'est un journal historiquement très fort qui va fêter son bicentenaire, qui a toujours été, sauf la période Coty, étranger à l'extrême droite. Même pendant l'affaire Dreyfus, ils sont restés à l'écart de ça. Et donc, Bolloré rêve d'en faire un quotidien au service de ses idées. Mais la puissance du Paris Match est, à mon avis, encore supérieure à celle de Figaro. Sauf, si je peux me permettre, sauf si l'objectif de Vincent Bolloré n'est pas le Figaro, mais le Parisien. Le Parisien est un journal détenu par LVMH et Bernard Arnault. Et quand il y a eu cette histoire de rachat de Paris Match par Bernard Arnault, personne n'a rien compris, sinon un peu d'amitié entre milliardaires. Je rappelle que dans le JDD, il y a une pub depuis Geoffroy Lejeune, depuis l'installation de Geoffroy Lejeune, qui est là systématiquement. C'est pour Dior en dernière page. C'est un moyen de soutenir. C'est ce qu'a dit je crois, un des fils de Bernard Arnault. C'est une marque d'amitié. C'est comme ça nous on se check. Les mecs ils s'achètent de la pub entre eux. C'est ce qui est un peu plus sympa. Il y a ce... Et on devrait faire ça. Il y a ce truc qui court qui est même pas une rumeur, d'un intérêt de Vincent Bolloré pour le Parisien et peut-être d'un échange Paris Match contre le Parisien. Je le souhaite pas aux Parisiens parce que c'est quand même un journal très très fort, très costaud, mais je pense qui doit certainement perdre un petit peu d'argent et se retrouver avec Vincent Bolloré en perspective, ça augurerait de... Ça promet des choses compliquées. Exactement. On peut se projeter là-dedans, un Parisien racheté par un Bolloré avec une rédaction qui est nombreuse. Oui, c'est possible. Alors, vous allez me dire, il l'a fait par ailleurs, mais le JDD, la rédaction, c'était quand même moins de gens. Les seules règles, il faut bien rappeler à nos téléspectateurs, à nos viewers. Non, les téléspectateurs, ça va, tout le monde était d'accord dans le chat. D'accord. Tout va bien, Alexis, tu pouvais écouter. Donc, rappelons à nos téléspectateurs que la loi de 86, donc, qui fixe cette question des fréquences de l'attribution, elle fixe aussi les règles de la concentration des médias, des règles qui sont désormais totalement obsolètes, mais il y a quand même une règle qui est la règle des 2/3. Théoriquement, on ne peut pas avoir une chaîne de télévision et une station de radio de grande importance, et en plus un quotidien. Ça correspondait au paysage médiatique de l'époque, où ce qui comptait le plus, c'était les quotidiens, et à l'époque, c'était plutôt contre Robert Hersant, dont on avait peur, et qui détenait le Figaro et une grande partie de la presse régionale. Donc, cette règle, alors, ce que me disent d'autres spécialistes des médias, c'est qu'en fait, il faut que ce soit des quotidiens quand même de grande importance, et le Parisien serait en dessous, et le Figaro serait également en dessous de justesse. Donc, en fait, il semblerait que ça ne s'applique pas à Vincent Bolloré. Donc, effectivement, il peut théoriquement racheter aussi le Figaro ou le Parisien. Moi, j'ai entendu les deux rumeurs. Je crois que on verra dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, il est attaché à ce prestige des quotidiens qui renvoie à des pages de l'histoire de la presse, mais qui, encore une fois, alors s'il rachetait le Figaro, il récupérerait Gala. C'est très parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on souffre pas d'un excès de régulation, contrairement à ce qui est dit sur CNews en ce moment, mais d'une absence de régulation avec des règles obsolètes. Et les seules limites à l'expansion continue de l'empire Bolloré sont venues de l'Europe, qui a imposé... Ce sont les règles de la concurrence. Voilà, et pour éviter les situations de monopole, on a imposé à Vincent Bolloré de vendre Editis, donc le numéro 2 de l'édition, pour acheter le numéro 1 Hachette, et pour éviter un monopole sur la presse People, parce que l'Europe, à juste titre, a considéré que Paris Match est un titre People, alors que dans nos règles à nous, c'est un titre d'information politique et générale, ce qui lui permet de bénéficier de toutes les aides publiques les plus favorables. Mais l'Europe a considéré qu'avec Voici et Gala, qu'il allait racheter en rachetant Prisma, plus Paris Match qu'il allait acheter via Lagardère, il y avait un risque de monopole sur la presse People. Donc il a dû vendre Gala au Figaro, qui pourrait retrouver, s'il rachète, désormais le Figaro. Donc on est bien dans ce Monopoly dont parlait Younes.
Younes. Moi, je voulais juste toucher un petit mot sur Rodolphe Saadé. Enfin, il me semble, moi, qu'il est un peu dans dans une situation un peu différente de celle des autres milliardaires dont on a parlé. Enfin, il a bien compris qu'il avait là une fenêtre de tir, puisque voilà, grâce à la crise Covid et à l'inflation sur le prix du transport maritime, il a réussi à dégager des bénéfices colossaux, et auxquels il faut ajouter aussi une niche fiscale, donc la très basse fiscalité, voire quasiment l'absence de fiscalité en fait. Les armateurs européens n'ont pas d'impôt sur les sociétés. Bon, peut-être que ça changera, mais pendant ce temps-là, Rodolphe Saadé a dégagé, je crois, quasiment l'équivalent de 42 milliards d'excédents. Donc voilà, il a un cash flow considérable, il n'a pas de dette à rembourser, donc c'est vraiment du cash qu'il peut tout de suite mettre à profit pour essayer d'acheter des actifs un peu plus durables, et surtout pour rentrer un peu dans le jeu des grands milliardaires, pour se tailler un peu une place, un peu la part du lion. Il a compris que voilà, un des enjeux, c'était aussi de s'acheter une influence, et donc d'acheter un média. Et forcément, on est un peu plus chéri par le pouvoir quand on est soi-même propriétaire de médias, et des médias aussi importants que BFM TV, qui en dehors, enfin Altis Média, pardon. Donc il y a BFM TV, BFM, RMC, voilà, et il y a RMC aussi Sport. exactement, et il y a aussi les BFM en région, qui commencent aussi à concurrencer de plus en plus frontalement les antennes de France 3, et aussi les quotidiens de presse régionale. Raphaël. Et Saadé a aussi 10% de M6. On n'en parle pas souvent, mais il est aussi en embuscade si un jour M6 pouvait être vendu. Et c'est vrai qu'il y a c'est toujours quand même fascinant cet attrait des milliardaires pour les médias. Pendant un temps, on parlait de danseuses. De danseuse, on s'achète une danseuse. Voilà. Grossièrement, c'est quelque chose qui va coûter très cher et qui ne sert à rien. Oui, mais qui est joli. Et pardonnez-moi, je ne le pense pas, chers amis de la commune. Pas tout à fait 2024 comme terme, danseuse. Mais je pense à un détail sur Rodolphe Saadé. Quand Mayotte était en proie à des problèmes d'eau potable, et elle l'est toujours. Il y a toujours des problèmes d'eau potable. Un cargo, on a livré de l'eau minérale à Mayotte. Le gouvernement a fait livrer de l'eau minérale à Mayotte, et c'était un cargo de CGM, de la CMA CGM, de Rodolphe Saadé. Donc là, on voit vraiment ce genre de petits services qui sont rendus. Tu me files un coup de main sur Mayotte parce que pour envoyer de l'eau, et puis de l'autre côté, voilà, et ensuite Rodolphe Saadé rend, on va dire, service à Emmanuel Macron en mettant la main sur BFM TV pour essayer c'est pas une vision complotiste que je développe là, pour avoir un contrepoids à CNews qui prend effectivement une importance assez forte. Après, faut aussi tous qu'on ramène les choses à leur juste valeur. 1 million effectivement maximum de téléspectateurs sur CNews, sur une émission. Les gens préfèrent regarder le karaoké de France 2. Hein. C'est peut-être plus réjouissant. Emmanuel Macron entendait incarner un centre, c'est en tout cas c'est un peu sa promesse politique, si je puis dire. Désormais, on constate que le débat s'est un peu repolarisé avec alors, une gauche, en tout cas qui existe, une droite qui en tout cas s'affirme, et avec en bout de course des médias qui reprennent de leur intérêt, non ? C'est pas le moteur qui repart ? Par rapport à ce que lui prétendait incarner Non, par rapport à une repolarisation. Ah oui, il y a une repolarisation, mais qui, à mon avis, se joue plutôt parce que là, l'idée des médias de Bolloré, c'est que ce serait une alternative par rapport à vous, c'est-à-dire à tous les médias, au Jour, à Mediapart, qui serait la doxa. Geoffroy Lejeune expliquait encore ça ce week-end sur CNews, que jusqu'à l'avènement de la Pierre Bolloré, tous les médias étaient de gauche ou d'extrême gauche. Quand on regarde la vérité sur le monde des médias, on voit bien qu'il n'y a pas d'actionnaire woke, il n'y a pas d'empire médiatique de gauche, ça n'existe pas. La Radio France, France Télé réalise d'excellentes audiences parce que
ils ont cette vocation pluraliste. Et je pense que c'est pour ça que CNews redoute la décision du Conseil d'État. Parce que si on mesure le pluralisme à l'échelle de l'ensemble des médias, et c'est ce qui va être le cas, on s'apercevra que le pluralisme est respecté dans les médias publics. Et que le problème vient des médias de Bolloré. Et c'est, aujourd'hui, à mon avis, la polarisation va plutôt se jouer sur des médias qui risquent d'être très favorables à la ligne libérale initiale du macronisme. C'est le cas de Saadé, mais Kretinsky est sur cette ligne-là également, et il a aussi vocation à s'étendre dans le monde des médias. Et puis l'Empire Bolloré, mais qui cherche à peser sur le macronisme. Et c'est au JDD qu'Emmanuel Macron a accordé une interview, c'est pas à la Tribune dimanche. Moi, je trouve ça très marquant, c'est que pour l'instant, Parce que la le pouvoir stratégie... politique s'est toujours adressé au JDD, c'était pas une manière de continuer dans ce... Oui, mais axe-là. Sylvain Maillard, le chef du groupe de Renaissance à l'Assemblée nationale, lorsque c'était à l'époque, je crois, Carl Olive qui avait accordé une tribune au JDD cet été, il avait été repris immédiatement par Sylvain Maillard en disant on ne va pas dans ce journal vu ce qu'il a fait à sa rédaction, c'est une ligne dont on ne veut pas. Et c'était aussi quand même ce qu'avait pu incarner Rima Abdul-Malak, qui était une ministre de la Culture, qui a osé affronter l'Empire Bolloré et qui l'a fait avec beaucoup de courage, je trouve. Elle a été démise de ses fonctions. Papendia, qui avait osé dire du mal de CNews, a été démis de ses fonctions. Au sein de la Macronie, toutes les voix qui pourraient contredire Vincent Bolloré ont été exclues ou mises sous silence. Et à la place, on a mis Rachida Dati, dont l'un des premiers gestes a été d'aller au JDD et sur CNews, dire le plus grand bien des médias de Bolloré et expliquer que, il faut dire ça au JDD quand même, expliquer que le problème du pluralisme n'est pas interne, n'est pas propre au JDD, mais concerne surtout les médias publics. Donc ça en dit long sur l'évolution de la Macronie, qui, à mon avis, parce qu'elle a peur de l'Empire Bolloré, qui a, je le disais, a une attendue et une influence qu'on n'avait jamais vue, en tout cas pas depuis très longtemps dans notre histoire, et fait peur à un macronisme qui lui-même est un peu déclinant ou en difficulté aujourd'hui. Et on voit bien que la tentation aujourd'hui, plutôt que d'aller dans des médias qui seraient favorables à la ligne qu'a incarné au départ Emmanuel Macron, c'est d'aller dans les médias de Bolloré, quitte à acquiescer à un certain nombre des options idéologiques que défendent les éditorialistes de CNews ou du JDD. Raphaël ? Oui, le JDD comme outil de pouvoir, ça a toujours été le cas, effectivement. Hein. Les journalistes même du JDD eux-mêmes appelaient ça la Pravda. Effectivement, du côté du manche, quelle que soit la personne qui tient le manche. Et là, on le voit. Le mois dernier, on a Emmanuel Macron qui fait des confidences au JDD, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin qui font des interviews. Et c'est effectivement ce qu'on avait il y a un an plus tôt, le même genre de photo en une, plein pot, le gars dans son bureau en train de travailler et qui s'adresse comme ça aux lecteurs du JDD. Ça a toujours été ça, mais le JDD a quand même été totalement vidé de l'intérieur. Hein. C'était pas un repère d'islamo-gauchistes comme à Mediapart, par exemple, ou au jour, on a un plus petit repère d'islamo-gauchistes, mais on en a quand même. Il n'y en a pas sur le service public. Non, ça, bien évidemment. Quand on voit que le jour, fin juin, où tombe la notification du Monde annonçant la nomination de Geoffroy Lejeune, la rédaction du JDD, donc encore une fois, pas des islamo-gauchistes, des gens qui allaient interroger le pouvoir toutes les semaines, se lèvent comme un seul homme et une seule femme et se mettent en grève immédiatement en se disant c'est pas possible, le propriétaire va revenir sur sa décision, on peut pas trancher entre 97, je crois, journalistes et un directeur de la rédaction. Eh ben si, ça a été tranché dans cette faveur-là, avec Geoffroy Lejeune qui est resté, 97 personnes qui sont parties, 6, je crois, qui sont restés dans les journalistes et qui étaient des journalistes plus du service culture qui pensent, à tort à mon avis, que l'idéologie se passera pas là. Mais quand on lit aujourd'hui le JDD, et je sais que Alexis s'y contraint chaque dimanche. Et vous aussi. Et c'est une lecture un peu fatigante. C'est vraiment, on a un journal qui physiquement ressemble au précédent, mais qui dans chacune, qui est en plus journalistiquement, professionnellement mal fait, parce que on a affaire malgré tout à des amateurs qui n'ont pas les réflexes journalistiques qu'on a. C'est ce que démontrait aussi votre enquête sur CNews. Et on a à chaque page ou presque une interview, je voyais il y a pas longtemps un reportage qui paraissait assez banal sur une association qui s'occupe de décrocheurs scolaires. Bon, pourquoi pas, très bien, c'est intéressant.
on regarde, je vais voir le site de l'association et je vois que cette association est soutenue par une association qui s'appelle la Nuit du Bien Commun, qui est elle-même une fondation créée par un autre milliardaire dont on va bientôt entendre parler un peu plus, à mon avis, en France, qui s'appelle Sterrin, Édouard-Louis Sterrin, Pierre-Louis Sterrin. Qui a notamment cofinancé un film sur le Puy du Fou. Et à chaque fois, on a une petite touche idéologique, et c'est ça dans quasiment chaque article. Et je vous passe les 3 grandes chroniques qui ponctuent le JDD, tenues par Sonia Mabrouk, Christine Kelly et Pascal Praud. Alors, ces gens-là ont peut-être beaucoup de talent télévisuel et radiophonique, mais franchement, l'écrit, c'est pas pour eux. Ils savent pas faire, c'est très long, c'est inintéressant. Enfin, sauf si vous aimez Michel Sardou, comme Pascal Praud, qui fait une chronique On aime sur tout deux. à la maison de la radio. Oui, bien sûr. Vous en passez pas assez, à mon avis, de Michel Sardou. Ça fait marrer Younes, en tout cas. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on dit de Rodolphe Saadé que il veut mettre l'empire médiatique qu'il est en train de constituer au service de la Macronie, mais en tout cas la Macronie ne l'a pas attendu pour elle choisir nettement son camp, et en l'occurrence le camp de Vincent Bolloré. Donc voilà, comme l'a rappelé Alexis, c'est vrai que ça fait à part peut-être aux 2-3 premières éditions du JDD version Geoffrey Lejeune, où les macronistes ont fait mine d'hésiter à aller prêter leur parole au JDD nouvelle version, et surtout pour ne pas risquer en tout cas de les légitimer. Mais aujourd'hui, enfin la digue a complètement cédé, et ils y vont franchement. Et d'ailleurs ma collègue Hélène Salvi a écrit un papier Excellent papier. Ouais, à ce sujet-là, elle raconte à quel point en fait aujourd'hui, non seulement les représentants du macronisme se pressent dans les médias Bolloré pour aller distiller leurs paroles, mais ils le font avec parfois un sentiment de peur, pour ne pas prêter le flanc à des critiques comme quoi voilà les macronistes refuseraient de se confronter à cette forme d'opposition que seraient les médias Bolloré, mais aussi parce que ils ont compris qu'ils pouvaient difficilement faire sans, parce que voilà, même si CNews c'est 1 million de téléspectateurs sur 60 millions de Français, le JDD c'est 30 000 tirages, etc. À la fin, tout ce petit monde-là de la galaxie des médias Bolloré, contribue, on va dire, à émettre un bruit médiatique considérable, qui est lui-même repris par les autres politiques, scruté par les autres journalistes, et à la fin, le résultat est que ces news tournent en boucle dans les cabinets ministériels, alors qu'auparavant c'était plutôt BFM TV, et au point qu'un conseiller important d'Emmanuel Macron fasse la confidence de dire en fait ces news, c'est 8 millions de téléspectateurs, je sais pas où il les a trouvés les 8 millions de téléspectateurs, mais c'est aussi pardon, Cumulé sur une journée. Ouais, mais voilà, donc c'est un peu peut-être les mêmes en plus. voilà, c'est ça, donc c'est vraiment une mesure un peu au doigt mouillé. Et puis voilà, il explique que en fait c'est le meilleur moyen de mesurer ce que pense l'opinion publique. C'est intéressant parce que c'est vraiment, il y a tout un écho qui se crée à la manière peut-être de Ricochet, couvert de Ricochet à l'envers, dans tout le groupe, depuis Europe 1, l'heure des pros sur Pascal Praud, et ensuite ça se retrouve chez Cyril Hanouna, et c'est intéressant parce que c'est aussi pour dire quoi, pour dire souvent des fadaises. Cyril Hanouna, avant-hier, disait, moi j'ai une idée, on supprime toutes les aides sociales, mais en échange, on met le salaire minimum à 2500 €. Très bien, mais on dirait que les gars gouvernent le pays comme s'ils jouaient à SimCity, en fait. Ça a rien à voir avec ça. Et il y a personne pour dire, mais non, c'est totalement con, Cyril. Ou même, c'est pas tout à fait vrai. Il faut aussi entretenir les routes, parce qu'il disait, il faut garder, en gros, la santé et l'école, et tout le reste, on s'en fout. Et tout le reste, on privatise, etc. Et il n'y a jamais personne en plateau, d'où l'importance du pluralisme et des débats un peu complexes dont on parlait sur le Conseil d'État et l'Arcom. Il y a besoin que quelqu'un en face dise « Oui, mais Cyril, c'est pas aussi simple que ça ». Ou quand il y a eu... C'est vraiment le tournant que prend TPMP sur C8, un tournant fait divers et idéologique avec l'affaire Lola. Lui, il ne comprend pas, et il le dit à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il y a un procès? Il n'y a pas besoin de procès. La fille qui a tué Lola, il faut la mettre en prison directement.
Et il faut pas dire qu'elle est folle pour ne pas avoir à l'enfermer. Comme si on allait en plus la remettre dehors parce qu'elle serait considérée comme folle. Mais il y a personne en plateau pour dire attendez, c'est la justice, on sait pas exactement ce qui s'est passé, on le sait toujours pas. C'est des évidences que je suis en train de rappeler là, mais c'est des choses qui ne sont jamais rappelées sur les plateaux de Cyril Hanouna, voire de Pascal Praud et de CNews en général, qui valent à cette chaîne plus de 20 procédures engagées par l'Arcom, ce qui est plus de 10 fois plus ce qui touche les rivales. Il y a Pignoufou dans le chat, Pignoufou, resalut, qui dit attention, on critique pas SimCity, tu parais. SimCity, si on fait ça dans SimCity, on se plante. Pignoufou qui nous dit tu lis pas beaucoup les commentaires des gens. Bon, je vais les lire, donc 30 secondes. Mais pas tous, parce qu'en fait, je lis pas tous vos commentaires, parce qu'on répond au fur et à mesure, en réalité, un peu par hasard, à toutes les questions que vous posez. Donc Pignoufou qui continue, ça fait un peu entre-soi, ce plateau, les gars. Surtout avec juste 2 personnes de Mediapart et pas de contradiction. 2 personnes de Mediapart, il n'y en a qu'une. Et on l'a mis bien à droite. Voilà. Moradim qui nous dit Bolloré est proche des milieux ultra-catholiques. Cette lui est plus proche du milieu royaliste. Pignoufou qui ajoute l'Arcom devrait s'intéresser à toutes les chaînes. Il y a aussi du boulot à faire sur le rôle de l'Arcom et de ses moyens, c'est sûr. Mais c'est précisément ce que va faire l'Arcom. Ouais, ça, il ne faut pas être dupe des mensonges qui sont racontés à longueur de journée. Quand on parlait de l'influence du système Bolloré, cet écosystème qui arrive à influencer les autres médias, ça c'est typique. C'est-à-dire que comme ils savent très bien que si on mesure le pluralisme à l'échelle de l'ensemble des médias, on va très vite s'apercevoir que les principaux problèmes viennent de chez eux. Ils ont substitué un mensonge qui était que les problèmes de pluralisme venaient des médias publics et qu'il fallait regarder. Le jour où on offre ça, c'est-à-dire ce qu'a demandé le Conseil d'État, c'est qu'on regarde sur tous les médias, y compris dans les médias publics. Et comme ils savent très bien que le résultat, ça sera forcément de montrer que les problèmes viennent essentiellement du groupe Bolloré, ils ont substitué à ce mensonge initial un autre qui est de dire mais non, c'est contre CNews, on va regarder que sur CNews. Et là, malheureusement, votre viewer, votre téléspectatrice, elle relaie finalement ce mensonge-là sans le vouloir, mais elle est la dupe involontaire des mensonges fabriqués par le groupe Bolloré. Est-ce que ça pose un problème démocratique ? C'est les grandes questions des fins de séquence. Oui, ça pose un problème démocratique parce que une extrême droite, il y a eu un débat en France. On a droit de voter pour l'extrême droite. Il y a eu un débat en France il y a quelques millions d'années sur le fait d'interdire ou pas le Front National. Le débat a été tranché, l'extrême droite n'est pas interdite en France. Et il y a toujours eu une presse d'extrême droite... que les gens ont le droit de lire. Et que les gens ont le droit de lire. Mais elle a toujours été là avec une audience résiduelle qui correspond certainement à la composition politique. Et comme l'était l'audience de l'extrême gauche par ailleurs. De la France, oui, alors. Ouais. D'accord, 50% pour l'extrême droite, 50% pour l'extrême gauche, et 50% pour les juifs, 50% pour Hitler. Ok. Merci infiniment, Raphaël Garrigos. Je vous ai coupé, pardon. C'était pour rire. Et merde, je sais plus où j'étais. On parlait une audience qui était marginale, un peu résiduelle. C'est en fait, donc, qui a toujours existé. Tous ces boulevards Voltaire, ces causeurs, ces valeurs actuelles ont toujours existé, à peu près, sous différents noms. Mais là, on leur a donné une audience, un haut-parleur invraisemblable par rapport, je pense, j'espère, à l'état politique de ce pays. C'est ça qui est à leur diffusion réelle. Ce sont des titres qui sont très peu vendus par ailleurs. Mais c'est Sleeping Giants qui a montré que sur les 20 journalistes les plus présents sur l'antenne de CNews, il y a des gens qui viennent évidemment du groupe Bolloré, mais il y a beaucoup de journalistes qui viennent de ces médias qui jusque-là étaient confidentiels. En fait, la presse d'extrême droite, il ne faut pas lui dénier le droit d'exister. Simplement, on sait à quoi ça a conduit. Et c'est pour ça au moment des ordonnances de 44, on a voulu se libérer de cette histoire-là. Et toute l'histoire qui commence avec l'affaire Dreyfus se prolonge à la Belle Époque et surtout dans l'entre-deux-guerres. Elle aboutit à cette presse de collaboration qui estime que c'est tout à fait normal de génocider les Juifs. C'est pas le cas pour l'instant. Moi, je pense que les époques ne peuvent pas être exactement les mêmes, mais cette presse d'extrême droite, elle n'a pas vraiment changé, elle n'a jamais totalement disparu, simplement elle était tenue à l'écart des grands médias mainstream. Et là, elle est revenue, grâce à Vincent Bolloré, au cœur de ces médias-là, et elle influence tout le reste du débat public, et tous, d'ailleurs même les commentateurs comme nous définissons par rapport à elle. Donc c'est déjà une victoire immense réalisée par le groupe Bolloré, et évidemment que ça pose un problème démocratique. Le but de Vincent Bolloré, c'est de permettre soit d'extrême
d'extrême droitiser le pouvoir en place, et il n'est pas loin d'y parvenir quand on voit ce qui se passe ça reste- aujourd'hui, si ça reste soit dans- de si ça permettre... reste dans le champ républicain, où est le problème? Mais on l'a dit pour la loi de 86, et ça a encore été rappelé par Olivier Mestre récemment, sur France Inter d'ailleurs, il ne peut pas y avoir de chaîne d'opinion en France. Voilà. Et ce qui nous préserve de la fuite en avant vers une dictature, hein, parce que c'est ça qui se joue, si l'extrême droite arrive au pouvoir, à mon avis, c'est l'existence de contre-pouvoirs qui sont au-dessus du pouvoir politique ou à côté du pouvoir politique lui-même. L'ARCOM, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, qui avait aussi permis d'éviter, par exemple, l'article 24 du projet de loi sécurité globale qui aurait empêché de filmer les policiers lors des manifestations. Donc on a des contre-pouvoirs, l'Europe, j'en parlais, qui est aussi un contre-pouvoir externe, celui-là, qui nous garantissent, qui nous préservent de cela. Moi, la crainte que j'ai, c'est que si l'extrême droite arrive au pouvoir, ces contre-pouvoirs n'existe plus et que à la place on ait la mise en place d'une dictature qui ne dira pas forcément son nom, une démocratie libérale à la Orban. C'est ça il est venu au pouvoir justement grâce à l'appui d'un empire médiatique. Ouais, enfin, ça pose aussi un problème démocratique et on en a eu une illustration tout récemment avec le débat organisé sur CNews entre Valérie Hayé, tête de liste de macroniste pour les européennes, et Marion Maréchal, donc la représentante de Reconquête. Donc on a en fait là une chaîne d'infos qui fait le choix d'opposer une personne qui caracole peut-être pas en tête, puisque c'est plutôt Jordan Bardella, mais en tout cas qui est situé deuxième dans les sondages, et la représentante d'un parti comme Reconquête, qui a aujourd'hui aucun représentant élu dans les institutions représentatives, à part un député au Sénat qui était RN et qui est passé chez Reconquête. Donc en fait, on a une chaîne d'information qui opère un tri entre le personnel politique et qui choisit d'opposer, en fonction peut-être de ses propres convictions, des gens d'extrême droite et plutôt du centre macroniste. Donc ça pose un problème considérable de ce point de vue-là. Et puis il y a aussi le fait que CNews et de manière générale les médias Bolloré, encore une fois, enfin en particulier CNews, occupent une fréquence publique. Donc par exemple que nous, Mediapart, ou que un média de presse écrite ou même d'extrême droite choisissent d'opposer deux candidats d'extrême gauche, deux candidats d'extrême droite, c'est pas un problème. En revanche, qu'une chaîne de la TNT le fasse, c'est un problème, parce que précisément un téléspectateur, quand il allume sa télé, il n'est pas informé du fait qu'il regarde une chaîne d'opinion. Pour lui, il regarde quelque chose qui est légitime, et qui est légitime au sens qu'on peut y accéder très, très librement. Donc c'est pour ça qu'une chaîne d'opinion ne peut pas exister sur une fréquence décernée par la puissance publique. 13h59, passé de 59 secondes, 14h tout pile, passé maintenant de 2 secondes, chers amis. C'est l'heure du mot de la fin. Alexis Lévrier, le mot de la fin. Abonnez-vous au Jour et à Mediapart, écoutez les radios de service public, informez-vous par tous les biais imaginables, y compris en lisant les médias de Bolloré. Soyez conscients de ce qui se passe, soyez conscients des mensonges qui sont quand même énoncés en permanence au sein de ce groupe. Je pense qu'on vit une période complexe, une période inquiétante. Moi, je suis attaché aux normes démocratiques, au fonctionnement normal de la démocratie. Je pense que les médias ont une énorme influence, soit pour permettre à la démocratie d'émerger, soit pour entraîner sa disparition. Et j'ai peur qu'on soit en train de vivre une période comme ça. Raphaël Garrigos, le mot de la fin. Oui, j'approuve tout ça, y compris l'abonnement au Jour. Pas à Mediapart, ça va, vous en avez assez d'abonnés comme ça suffit. Donc, ok, un peu à Mediapart aussi. Non, mais c'est vrai que ce devoir d'information, de voir qu'on a tous, hein, on regarde qui correspond tout bêtement à la curiosité qu'on a tous, je pense, en tant que journaliste, la curiosité du monde qui nous entoure, et on doit tous être curieux de ça et ne jamais rien avaler de ce qu'on nous propose comme ça, qu'on remette tout en question, y compris ce que nous écrivons nous, hein, et ça, évidemment, c'est pas un souci. Mais cette éducation aux médias, je pense qu'elle devrait être inscrite au même titre que les mathématiques, ou je ne sais pas où est-ce qu'on en est en enseignement en primaire, si vous voulez, mais c'est quelque chose de fondamental, et on a besoin de remettre en question en permanence ce qu'on nous dit, et on le voit aujourd'hui. Il y a de fait une vraie inquiétude quand on voit
chose toute bête avec Geoffroy Lejeune. Geoffroy Lejeune, avant d'arriver au JDD, il participait très régulièrement à des espèces de petites réunions privées avec l'équipe d'Éric Zemmour ou Éric Zemmour lui-même et Charlotte Dornelas, des réunions privées où il s'agissait de voir comment rapprocher la droite de l'extrême droite, faire tomber cette fameuse digue, et on voit que la digue, elle tient pas beaucoup actuellement. Merci Raphaël Garrigos. Younes Abzouz, le mot de la fin. Enfin, pour moi, en dehors de ce dont on a parlé, donc la concentration des médias, l'autre menace qui pèse aussi sur la liberté de la presse, c'est aussi les choix du pouvoir politique, par exemple, à travers tout un tas de dispositifs qui ont été créés. Donc le secret des affaires qui autorise par exemple de perquisitionner les sources, enfin les journalistes pour trouver leurs sources. Il y a toute cette opacité autour du pouvoir, autour du monde des affaires, donc et tout ça cumulé en fait constitue un écosystème pour la presse qui est pas tout à fait favorable à une presse d'investigation qui est quand même aussi qui est complémentaire, mais qui est aussi voire plus importante que la presse d'accompagnement du pouvoir, ou un peu plus institutionnelle, qui donne la parole au pouvoir, et etc. Et finalement c'est vrai que je pense que c'est important aussi que les politiques se saisissent de ces sujets-là, ce qui a relativement peu le cas. Et on voit, on l'a dit, par exemple, le parti de Marine Le Pen qui refuse d'inviter, enfin en tout cas d'accréditer dans ses meetings les journalistes de quotidien, mais aussi de l'autre côté, sans faire 50% pour les nazis, 50% pour les juifs, mais de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon qui est aussi lui le premier à avoir été reçu dans l'émission Face à Baba, donc un peu avoir participé à ce dévoiement de la chose. D'abord, c'était Zemmour. Ah voilà, le deuxième. C'est une bonne nouvelle. Donc il y a quand même une part de responsabilité partagée, quoi. 14h03, passé de 57 secondes, c'est la fin de ce stream. Merci de l'avoir suivi, merci Alexis Lévrier, merci Raphaël Garrigos, merci Younes Abzouz. Revenez quand vous voulez, évidemment, c'était passionnant, il y a eu plein de questions dans notre chat. Je pense qu'on y a répondu au fur et à mesure sans que je les pose, donc c'est qu'on était tous raccords. Pour ceux qui veulent revoir le stream, l'intégralité est dispo dans une minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, bien sûr sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord, le lien est dans le chat où Jules va le mettre, où il va y être bientôt, pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, parce qu'à la maison de la radio, on aime bien faire écouter des choses. Vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Et puis nous, on se retrouve déjà demain soir, comme tous les jeudis, de 18h à 20h, avec quoi au programme, cher Mathis? Mathis, c'est le programmateur de l'émission. Salut Mathis. Salut Ludo, et donc demain on se retrouve pour notre stream du soir de 18h à 20h avec 3 sujets pour demain. Donc le premier sujet, on parlera des PFAS, cette proposition de loi des députés pour réduire les polluants éternels. Deuxième partie de l'émission, on parlera de la CEDH qui a condamné la Suisse pour son inaction climatique, c'est une première pour un État. Et enfin, nous ferons un point avec un super plateau concernant le génocide des Tutsis au Rwanda. On a fêté les 30 ans le week-end dernier, donc c'est tout ça demain, 18h-20h. Merci Mathis, programmateur du stream, l'homme au carnet d'adresse de fer, la grande banque du téléphone, l'opérateur avisé des bonnes idées. Merci aussi à la Fée des couleurs, le pinceau amoureux de nos pérégrinations bi-hebdomadaires. Merci à Stéphanie Berlu au visuel. Merci à Pascal Laréal qui remplace Cyril, Pascal qui nous donne à voir et à entendre. Merci à Jérém à la modération, Jérém qui vous lit et vous répond avec moi. Merci à vous, bien sûr, dans le chat, sans qui, bien sûr, on ne serait pas grand-chose. Pour le reste, rendez-vous donc demain, jeudi à 18h. Pas vraiment de bonheur, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Salut.